Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Alors donc, on continue donc cette série de cours sur Zoom. Donc aujourd'hui, on va démarrer l'optique géométrique. Si vous m'entendez mal, il faut me le dire, hein. Comme ça, je me rapproche un petit peu plus du micro. Alors, on va démarrer l'optique géométrique. Au départ, on va faire une petite introduction pour expliquer un petit peu. On va voir deux systèmes optiques qui sont le miroir et le dioptre. Bon, je simplifie beaucoup, hein, puisque ça se fait par visioconférence, donc je préfère me concentrer sur les concepts et quelques petites formules simples à utiliser pour que on n'ait pas trop de problèmes à continuer pour la suite. Alors, le plan donc du cours, ça sera d'abord une petite introduction pour expliquer un petit peu ce que c'est. Le principe de l'optique géométrique. Hein, l'optique géométrique a des bases conceptuelles qu'on doit expliquer. Après, on va voir les lois de Snell-Descartes qui expliquent un petit peu le chemin des faisceaux lumineux quand ils traversent des milieux transparents. On expliquera ce que c'est que les systèmes optiques. Après, on verra le miroir plan, le dioptre plan et le prisme. Est-ce que vous voyez la souris quand je la bouge? Oui ou non? Parfait. Donc, alors, le principe de l'optique géométrique. D'abord, donc, un peu de terminologie. Donc, on appelle rayon lumineux, donc la droite ou portion de droite suivie par la lumière. Donc, la lumière, généralement, elle suit un chemin sous forme de ligne. Donc, la ligne est suivie par la lumière, on l'appelle un rayon lumineux. Alors, quand on a plusieurs rayons lumineux, on a ce qu'on appelle un faisceau lumineux. Donc, un faisceau lumineux, c'est l'ensemble des rayons lumineux, donc plusieurs, émis par une même source de lumière, par exemple une ampoule ou un laser ou autre. Donc, il y a la notion de rayon lumineux qui est, si vous voulez, l'unité, la droite, et l'ensemble, c'est un faisceau lumineux. Alors, on peut avoir trois sortes de faisceaux lumineux. On a le faisceau lumineux divergent, donc celui qui est à gauche, ici. Donc, les rayons lumineux s'éloignent les uns des autres, donc on dit que c'est un faisceau divergent. Les faisceaux divergent ou s'éloignent les uns des autres. On a le deuxième, un faisceau convergent. Donc, si les rayons lumineux se rapprochent les uns des autres et convergent vers un point, donc ça, c'est un faisceau convergent. Et un faisceau parallèle lorsque vous avez des rayons lumineux qui sont parallèles les uns aux autres. Donc ça, c'est les trois types de faisceaux lumineux. Alors, les principes de l'optique géométrique, il y a trois principes donc, fondamentaux. Alors, le premier principe, c'est la propagation rectiligne, donc l'optique géométrique. Alors, je vous dis tout de suite, l'optique géométrique, c'est tout ce qui concerne l'information de l'image. C'est tous les instruments d'optique, qu'ils soient appareils photo, microscope, loupe, télescope, tout ce qui est jumelles, tout ce qui est formation des images, généralement, c'est basé, quand il y a de la lumière, bien sûr, c'est généralement basé sur ce qu'on appelle l'optique géométrique pour trouver les caractéristiques du système, la formation de l'image, ses caractéristiques et ainsi de suite. Donc, tout ce qui concerne la formation de l'image et les instruments d'optique comme l'œil, des trucs comme ça, tout est basé sur l'optique géométrique. Alors, le premier principe, c'est la propagation rectiligne.
Donc, l'optique géométrique suppose que dans un milieu homogène, alors homogène, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est composé de la même manière partout. Il a la même composition partout. Donc, on ne trouve pas, par exemple, à droite quelque chose et à gauche autre chose. Donc, c'est un milieu homogène qui contient la même chose, qui a la même composition dans toutes les directions. Alors, il est transparent, bien sûr, puisque la lumière doit le traverser, donc il doit être transparent. Si c'est un milieu opaque, donc il ne peut pas être utilisé en optique. Donc, le milieu doit être homogène, il doit être transparent et il doit être isotrope. Alors, isotrope, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a les mêmes propriétés dans toutes les directions. Que je le regarde dans la direction X ou Y ou Z, je vais avoir la même propriété. Alors, on peut penser s'il est homogène, pourquoi il ne peut pas être isotrope? Ben, il peut être homogène et avoir des propriétés différentes dans des directions différentes. Par exemple, je vous donne l'exemple d'une vitre teintée de voiture, hein, tout le monde connaît. Ben, vous avez une vitre qui est teintée, ben, elle a la même composition partout, mais si vous regardez de l'intérieur, vous arrivez à voir les gens, alors que si vous regardez de l'extérieur, vous ne voyez pas très bien l'intérieur. Donc, ça veut dire que si je regarde dans la direction X, je vais voir, et dans la direction moins X, je vais voir différemment. Donc, pourtant, c'est une vitre qui est homogène, mais elle a des propriétés qui sont différentes dans des directions différentes. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'isotropie. Donc, en général, bon, nous, on s'intéresse au milieu homogène, transparent et isotrope. Alors, la propagation donc rectiligne dans un milieu homogène, transparent et isotrope, bon, l'optique géométrique, elle suppose que tous les rayons se propagent en ligne droite. Donc, ça, c'est un principe fondamental. Si ce principe n'est pas vérifié, ben, vous ne pouvez pas appliquer l'optique géométrique. Donc, la propagation rectiligne, c'est le principe fondamental de l'optique géométrique. Alors, ce petit dessin il explique un petit peu cette propagation rectiligne, donc il vérifie ça. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une source S et une source de lumière S'. Vous avez deux ouvertures A et A', et vous avez deux écrans E et E'. Et vous avez un ensemble de rayons lumineux R, F, R', ainsi de suite. Alors, la tache ici qui se forme sur l'écran E, elle est homothétique de l'ouverture A. C'est-à-dire que si je déplace l'ouverture A vers l'avant ou vers l'arrière, ben vous allez avoir cette tâche qui va augmenter ou diminuer en fonction du déplacement. Par exemple, si je la déplace ici, elle sera très petite. Si je la rapproche de S, elle sera la plus grande possible. Donc, cette tâche-là, elle augmente ou elle diminue en fonction du déplacement de cette ouverture A. Alors, si je cherche à trouver la dimension de cette tâche, ben, c'est très simple, c'est les lois de Thalès. Hein. Donc, je vais dire cette distance divisée par cette distance-là, ben, c'est égal à cette grande distance divisée par cette petite distance. Pourquoi? Parce que vous avez une propagation rectiligne, c'est-à-dire le faisceau limite qui passe ici, ben, il va se propager sous forme de ligne droite jusqu'à la fin. Et donc, je peux appliquer les lois de Thalès. On dit que cette tâche-là, elle est homothétique de cette ouverture, ou bien que ce faisceau limite qui passe juste à la limite de l'ouverture, bah, ces deux-là, bah, ils vont aller en ligne droite jusqu'ici. Donc ça, elle illustre, si vous voulez, ce schéma illustre le principe de la propagation rectiligne. Vous verrez par la suite que ce n'est pas toujours le cas. Des fois, ça ne marche pas. Alors, le deuxième principe, c'est l'indépendance des rayons lumineux. Donc, premier principe, tous les rayons se propagent d'une manière rectiligne. Deuxième principe, les rayons lumineux sont indépendants. Donc, ça veut dire quoi indépendant? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'influence de l'un sur l'autre. Il n'y a pas d'interaction entre les rayons. Par exemple, vous avez ici ce faisceau R qui va éclairer le point M. Vous avez ici le faisceau F' qui coupe R ici. Ben ce faisceau F', si j'allume la source S' ou je l'éteins, l'éclairement au point M ne va pas changer. Il va dépendre uniquement de R. Si, par exemple, vous déplacez cette source A pour laisser passer R' ou pour l'empêcher de passer, ben, l'éclairement au point M ne va pas changer. Donc, on voit que ce rayon lumineux R est indépendant de la présence ou non des autres faisceaux. Que F', R' existe ou pas, qu'on les enlève ou qu'on les laisse,
ben, l'éclairement au point M ne change pas. Donc, on peut dire que le rayon lumineux, qu'il traverse une zone ou qu'il ne la traverse pas, ben, ça sera, si vous voulez, toujours le même éclairement ici. Donc, les faisceaux lumineux sont indépendants. Il n'y a pas d'interaction entre les rayons lumineux. C'est vraiment géométrique. La troisième principe, si vous voulez, de l'optique géométrique, c'est les lois de Snell Descartes. Donc, quand vous avez de la lumière qui traverse une surface de séparation entre deux milieux, ben, comment on arrive à trouver comment se déplacent les faisceaux lumineux, ben, on les trouve à partir de ces lois de Descartes. Donc, il y a trois principes. Donc, on va voir en détail les lois de Descartes. Il y a trois principes fondamentaux de l'optique géométrique. C'est la propagation rectiligne, l'indépendance des rayons lumineux et les lois de Snell-Descartes. Alors maintenant, quelles sont les limites de l'optique géométrique? Quand est-ce que on ne peut pas l'utiliser? Alors, la validité de ces principes cesse lorsque les dimensions des objets que rencontre la lumière sont du même ordre de grandeur que la longueur d'onde. Ça veut dire quoi? Alors, si vous avez des objets que vous traversez, par exemple une ouverture, une lentille, des trucs comme ça, dans les dimensions sont du même ordre de grandeur que la longueur d'onde. Alors, dans l'optique, généralement, c'est la lumière visible. Donc, l'ordre de grandeur des longueurs d'onde, c'est le micromètre. Alors, quand on dit du même ordre de grandeur, c'est-à-dire que ça doit être dans un rapport de 1 à 10, à peu près. Donc, par exemple, si vous avez des longueurs d'onde de l'ordre du micromètre, ben, si vous avez des dimensions des objets que vous traversez, par exemple une ouverture, et que cet objet-là, il a une dimension de l'ordre du micromètre ou même du 10-5 mètres, ben vous allez avoir des problèmes. Vous ne pouvez pas appliquer l'optique géométrique. Pourquoi? Alors, imaginez, par exemple, je reviens à cette ici, imaginez que cette tâche-là, elle a une certaine dimension. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de diminuer l'ouverture A. Alors, quand je diminue le trou, c'est un petit trou, hein, donc quand je diminue ce trou-là, ben, la tâche, elle va logiquement diminuer quand c'est une propagation rectiligne. Mais il arrive que quand je diminue trop, il arrive un moment où je vois que, à mesure que je diminue, la tâche augmente. C'est-à-dire, si vous mettez par exemple 5 micromètres, vous allez avoir une tâche. Si vous mettez 1 micromètre, vous allez avoir une tâche encore plus grande qu'avant. Alors, ça ne paraît pas logique, puisque quand je diminue, normalement, l'éclairement, la taille de la tâche diminue. Ben, ici, c'est pourquoi? Parce que la lumière est en train de traverser des objets qui sont très petits, de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde. Et quand vous avez ça, ben, vous voyez que déjà, le premier principe est perdu. C'est-à-dire que normalement, on a une propagation rectiligne. Et ici, regardez, quand je traverse le bord de l'ouverture, je ne vais pas tout droit, mais je vais avoir une petite déviation comme ceci. Donc déjà, le premier principe est perdu. Il n'y a plus de propagation rectiligne. Alors donc, si l'ouverture A devient très petite, la zone éclairée sur l'écran n'est plus homothétique comme tout à l'heure. Hein. Elle diminue avec l'ouverture ou elle augmente avec l'augmentation de l'ouverture. Ici, c'est l'inverse. Quand on diminue, eh ben, la tâche augmente. Donc, elle n'est plus homothétique de l'ouverture. Alors, les dimensions de cette zone augmentent même lorsque le diamètre de l'ouverture diminue. Donc, ce principe-là d'optique géométrique va être perdu. On ne peut plus l'appliquer et on rentre dans un domaine qui est plutôt de l'ordre du domaine de la diffraction. Le phénomène qu'on observe ici, c'est un phénomène qu'on appelle la diffraction. Et cette diffraction, elle ne peut être expliquée que par la nature ondulatoire de l'optique, de la lumière. Donc, on ne peut plus l'expliquer par l'optique géométrique, mais on l'explique par l'optique ondulatoire. Donc, vous voyez ici, donc, le premier principe est perdu. Alors, je vous donne un autre exemple. Ça, c'est un exemple de diffraction, mais mécanique, pas lumineuse, mais ça explique que c'est la même chose. Pardon. Et alors, ici, vous avez une image de deux rochers. Donc, il y a deux rochers. Ça symbolise une ouverture. Et vous avez les vagues qui arrivent. Les vagues, on les voit ici, elles sont parallèles. Donc, vous avez des vagues qui arrivent dans ce sens-là, mais elles sont parallèles entre elles. Alors, quand elles traversent l'ouverture, vous voyez que ici, ben, on voit que les vagues sont devenues circulaires. Alors, s'il y avait une propagation rectiligne, normalement, les vagues ici, ben, elles continuent de manière parallèle, hein, en traversant cette ouverture. Alors qu'ici, elle change complètement. Ben, celle qui était parallèle, les ondes qui étaient parallèles, elles deviennent
circulaire. Donc, ça ne peut pas être expliqué par, si vous voulez, un principe géométrique, mais plutôt par un principe ondulatoire qui est différent. Donc, les principes de l'optique géométrique restent valables tant que la lumière ne traverse pas des objets ou ouvertures de petites dimensions. Et en général, dans le domaine de l'optique, on évite ceci, hein, parce que si on ne le fait pas, on aura des mauvaises surprises. Donc, les limites de l'optique géométrique, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas traverser des objets ou des ouvertures de petite taille. Qu'est-ce que ça veut dire petite taille? Ça veut dire du même ordre de grandeur que la longueur d'onde. Donc, si vous avez des millimètres et de dimensions et vous avez, par exemple, des longueurs d'onde micromètres, ben, ça marche. Donc, vous pouvez appliquer ça. Et si vous avez, par exemple, 10 micromètres et longueur d'onde micromètre, ben, vous allez avoir des problèmes de diffraction. Donc, il faut connaître quand est-ce qu'on peut appliquer l'optique géométrique et quand est-ce qu'elle n'est pas applicable. Donc, elle n'est pas applicable lorsque vous traversez des objets ou des ouvertures de petites dimensions. Alors, les lois de Snell-Descartes, alors, c'est elles qui régissent, si vous voulez, la propagation des faisceaux lumineux quand on traverse des systèmes optiques. Alors, on en voit donc sur un plan d'eau. Donc, on a par exemple un plan d'eau, c'est quoi? C'est une surface de séparation. C'est par exemple l'eau de la piscine, hein, ou l'eau de la mer, si vous voulez. Hein. Vous allez avoir de l'eau et de l'air en haut. Eh bien, ici, vous avez un plan d'eau qui sépare l'air de l'eau. Alors, on en voit sur ce plan d'eau un faisceau de lumière monochromatique, donc même longueur d'onde, dans l'air, à la surface d'un plan d'eau. Et donc, on a cette surface qui sépare ces deux milieux-là. Donc, le milieu 1, on l'appelle l'air, et milieu 2, on l'appelle l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on constate quand on fait ça? Alors, on constate que le faisceau incident, on en retrouve deux autres. Quand on arrive à la surface de séparation, ben, on va voir qu'il va y avoir un faisceau réfléchi et un faisceau réfracté. Donc, deux phénomènes ont lieu, un phénomène de réflexion et un phénomène de réfraction. Alors, ici, on fait tout à deux dimensions pour que ça puisse être plus simple. Donc, ici, vous avez le faisceau incident. Ici, vous avez le point d'incidence. Ici, vous avez le faisceau réfléchi. Et ici, vous avez le faisceau réfracté. Alors, il faudrait bien sûr repérer tout ça, hein, donc il nous faut un repérage. Alors, le faisceau incident, il peut être en haut ou en bas. Donc, comment le repérer? On le repère avec un angle. Quel angle? C'est un angle qui est entre le faisceau incident et la normale au point d'incidence. Donc, la référence, si vous voulez, le zéro, c'est toujours la normale au point d'incidence. Et tous les autres faisceaux, on va les exprimer avec des angles. Par exemple, le faisceau incident, il fait un angle d'incidence I par rapport à la normale. Le faisceau réfléchi, il fait un angle d'incidence, pardon, de réflexion I' par rapport à la normale. Et le faisceau réfracté, il fait un angle de réfraction R par rapport à la normale. Donc ça, c'est un système pour repérer les faisceaux. Alors, les lois de Snell, elles sont au nombre de 3. Donc, les lois relatives aux deux phénomènes de réflexion et réfraction, donc, s'appellent les lois de Snell. Alors, en anglais, on dit juste Snell, Snell Law, laws plutôt, parce qu'il y en a 3. Et bon, en français, je ne sais pas pourquoi, mais on rajoute toujours Snell-Descartes. D'accord? Alors, ces lois, elles décrivent quoi? Elles décrivent le comportement des rayons lumineux lorsqu'ils traversent des surfaces. Alors, quand on est dans le même milieu, c'est toujours une propagation rectiligne, donc il n'y a pas de problème. Hein. Donc, quand vous êtes dans l'eau, le faisceau continue tout droit. Quand il est dans l'air, il continue tout droit. Mais dès qu'il arrive à un endroit où il doit traverser deux milieux, donc à une surface de séparation, eh bien là, il va y avoir une déviation. Alors, les lois de Snell-Descartes, si vous voulez, elle vous donne le comportement des faisceaux lumineux. Alors, la première loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que les rayons incidents, réfléchis et réfractés sont contenus dans un même plan. C'est-à-dire, ce faisceau-là, incident, ce faisceau réfléchi et ce faisceau réfracté appartiennent au même plan. C'est-à-dire que ce dessin-là, ce n'est pas une projection, mais c'est exactement le plan dans lequel est contenu les trois faisceaux. Et ce plan-là, on l'appelle le plan d'incidence. Donc, les trois faisceaux appartiennent au même plan. Deuxième loi, elle vous dit que l'angle d'incidence I et l'angle de réflexion I' sont égaux. C'est-à-dire, ce faisceau-là et ce faisceau, incident et réfléchi, sont symétriques par rapport à la normale. Donc, I est égal à I'. Ça, c'est la deuxième loi de Snell-Descartes. La troisième loi,
elle vous dit que, bon, qu'on a remarqué que si on fait le sinus de I divisé par le sinus de R, on trouve toujours la même chose, quel que soit I. Donc, par exemple, si je bouge I un peu, R, il va bouger, mais quand je fais sinus I sur sinus R, je trouve la même valeur. Je change de position pour I, je fais sinus I sur sinus R, ben, je trouve toujours la même valeur. Donc ça, c'est la troisième loi. Il existe un rapport constant entre le sinus des angles d'incidence et de réfraction. Et cette constante, elle ne dépend que de la nature du milieu. C'est-à-dire que si vous gardez toujours l'air et l'eau, vous aurez toujours la même constante. Mais si vous mettez, par exemple, l'air et le verre ou l'eau et le verre, vous aurez une autre constante. Donc c'est une constante qui dépend uniquement du milieu 1 et 2. Alors, la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que N1, l'indice de réfraction, je vais expliquer ce que c'est, l'indice de réfraction du milieu 1 multiplié par l'angle sinus de l'angle d'incidence est égal à N2, l'indice de réfraction du second milieu, multiplié par le sinus de l'angle de réfraction. C'est-à-dire que si vous divisez sinus I sur sinus R, vous allez trouver N2 sur N1, et ça, c'est un rapport qui ne dépend que de 1 et 2, les deux milieux. Donc, N1 et N2, ce sont des indices de réfraction des milieux 1 et 2. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un indice de réfraction? Alors, l'indice de réfraction d'un milieu N, il caractérise, si vous voulez, un petit peu comment se déplace la lumière dans un milieu. Et donc, c'est un rapport de vitesse entre la vitesse de la lumière dans le vide C et la vitesse de la lumière dans le milieu. Donc, l'indice, par exemple, du verre, ça sera la vitesse de la lumière dans le vide divisé par la vitesse de la lumière dans le verre. Si c'est l'eau, l'indice de réfraction de l'eau, ça sera la vitesse de la lumière dans le vide divisé par la vitesse de la lumière dans l'eau. Donc c'est un rapport de vitesse, et donc cet indice de réfraction, il est sans dimension. Il n'a pas donc d'unité, hein, d'accord? C'est un nombre. Alors, on rappelle que la vitesse de la lumière, c'est la vitesse maximale, donc 3 à 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc, si cette vitesse-là est la plus grande, donc V est toujours inférieur ou égal à C. Donc, l'indice de réfraction est toujours supérieur ou égal à 1. Bon, entre guillemets, il y a des cas où, mais c'est des cas très complexes, où on peut avoir autre chose, mais on va garder uniquement ceci. Donc, c'est des cas vraiment du domaine de la recherche pure. Mais en général, dans la pratique, les indices de réfraction sont toujours supérieurs ou égaux à 1. Alors, je vous donne ici quelques exemples. Bon, le vide, on s'accorde, on lui donne la valeur 1. Et donc, automatiquement, tous les indices qui sont pour les milieux, on va avoir des indices qui sont relatifs à l'indice du vide. C'est-à-dire, la référence, c'est le vide. Et les autres vont être des multiples du vide. D'accord? Donc, par exemple, le verre ordinaire, ça sera 1,52, un cristal 1,80, un diamant, ça sera 2,42. Pour les liquides, l'eau, c'est 1,33, 4 tiers, l'alcool 1,36, la glycérine 1,47, ainsi de suite. Donc, ce sont des indices de réfraction relatifs parce qu'on a pris une référence qui est celle de l'eau, pardon, celle du vide. Donc, c'est parce que l'indice du vide est égal à 1 que celui de l'eau vaut 1,33. Alors, qu'est-ce qui fait varier maintenant l'indice de réfraction? Ben, la longueur d'onde. Par exemple, l'indice de réfraction du verre, il change si vous utilisez le vert, le bleu ou le violet. C'est en fonction de la longueur d'onde. La température aussi, elle fait changer l'indice de réfraction. Un verre à 20 degrés n'a pas le même indice qu'un verre à 40 degrés. La pression, la concentration, par exemple, vous prenez une concentration de sucre, de solution en glucose, ben, si vous faites varier la concentration, elle va rester transparente, elle laisse passer la lumière, mais sans l'indice de réfraction, il va changer. Et c'est une manière, je donnerai un exemple par la suite, de mesurer les concentrations des solutions en sucre en utilisant, si vous voulez, des mesures optiques. Hein. Donc, c'est très rapide. On a des mesures très rapides de concentration juste avec un petit appareil de réfraction. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est généralement cet indice, il dépend de la densité du milieu. Donc, plus le milieu est dense et plus l'indice est grand. Donc, par exemple, pour les gaz dont la densité est faible, ben, elles auront l'indice, les gaz en indice, si vous voulez, les plus faibles. Bon, je n'ai pas mis ici de gaz, mais ici, les gaz, c'est 1,00, c'est presque 1. Hein. Comme l'air, c'est 1,00 quelque chose. Donc, les gaz, ils ont un indice le plus petit. Après, vous avez les liquides, 1,30 et ainsi. Et l'indice devient plus grand pour les solides. Donc, il dépend de la densité du milieu. Alors, on dit toujours que la lumière suit le chemin le plus court. Ça, c'est un des principes de Fermat.
Et tout le monde sait que généralement, la lumière, elle va entre A et B, entre deux points A et B, prendre le chemin le plus court. Alors la question que l'on peut poser, hein, c'est court en quoi? Court en distance ou court en temps? Alors en général, quand on se déplace dans notre voiture en ville, ce qu'on cherche à faire, c'est pas parcourir la plus petite distance possible, c'est généralement, pardon, alors l'indice du vide, oui, l'indice du vide et l'indice de l'air, ils ne sont pas égaux, hein. On approxime, on dit que l'air, il a un indice proche de celui du vide. Donc, par exemple, si le vide, c'est 1, l'air, ça sera 1,001, mais on assimile que l'indice de l'air est proche de celui du vide, mais pas égal, hein. Ça, c'est une question que m'a posée un de vos collègues. Voilà. Alors, je disais, donc, quand on est dans une voiture, donc ce qu'on cherche à faire, c'est de ne pas, c'est pas d'aller, pardon, de rien, de rien. Alors ça, c'est donc quand on est dans une voiture, on ne cherche pas à parcourir la distance minimale, mais on cherche plutôt à aller vite, hein. C'est-à-dire que si on trouve de la circulation, on va faire une route plus longue, mais c'est juste pour gagner du temps. Et bien, ce principe-là, il s'applique à la lumière, c'est-à-dire que la lumière, elle cherche toujours à aller entre deux points dont le chemin est le plus court en temps, ou si vous voulez, le plus rapide. Donc, la lumière, pardon, donc le plus court en quoi? En distance ou en temps? Ben, la réponse, c'est en temps. Donc la lumière, elle cherche à aller entre deux points, elle cherche toujours le chemin le plus rapide. Alors, maintenant, on se pose cette question, est-ce que la ligne droite est toujours le chemin le plus rapide entre deux points? Donc pour aller d'un point A à un point B, par exemple pour aller de la faculté de médecine jusqu'au rond-point Pont-Blanc, ben, est-ce que la distance la plus petite, c'est la distance la plus rapide? Ben, ça va dépendre de la circulation. Ça va dépendre de votre vitesse de déplacement. Donc, en général, ce n'est pas toujours le cas. Donc, je vous donne un petit exemple tout simple, hein. Alors, imaginez que vous êtes en vacances dans une plage, un magnifique hôtel, vous êtes sur la plage, c'est l'étoile, ça c'est vous, vous êtes ici, et il y a quelqu'un qui, par exemple, appelle au secours, c'est le cercle ici, d'accord? Alors, il appelle au secours, vous êtes un bon nageur, vous êtes athlétique, vous essayez de le sauver. Alors, d'après vous, est-ce que vous allez prendre la distance la plus petite pour aller le rejoindre? Bah, je trouve que si vous faites ça, vous allez courir pendant quelques mètres et nager pendant une cinquantaine de mètres. Et donc, ça va être un peu lent. Plus intelligent aurait été de courir un peu plus dans le sable parce que vous évoluez vite et nager un petit peu. Donc, il y a un endroit ici qui va vous permettre de courir un peu plus et de nager un peu moins. Mais quand vous faites le bilan, malgré que la distance est grande par rapport à la flèche noire, ben, le temps de parcours pour faire ce trajet, il va être plus court que celui-là. Donc la ligne droite n'est pas toujours le chemin le plus rapide entre deux points, surtout quand vous avez des milieux qui sont différents. Si vous étiez par exemple une tortue de mer qui évolue plus lentement dans le sable et évolue plus rapidement dans l'eau, elle ne va pas faire ça. Si elle veut faire le chemin en un temps plus court, ben elle va marcher un petit peu dans le sable et nager beaucoup plus dans l'eau parce qu'elle nage plus. Donc le chemin le plus court va dépendre, si vous voulez, de votre vitesse de déplacement. Et ici, on peut voir tout de suite, ça ressemble au principe de la réfraction. C'est-à-dire, si je trace la normale au rivage, vous allez avoir un faisceau incident et un faisceau réfracté. Et la lumière, elle choisit toujours le chemin le plus court en temps, ou le plus rapide si vous voulez, pour aller d'un point A à un point B. Donc le chemin le plus court, ce n'est pas la ligne droite tout le temps. Quand vous êtes uniquement dans l'air, oui, par exemple, si vous voulez aller de ce point-là à ce point-là, ben, la ligne droite, c'est le chemin le plus court. Mais ce n'est pas quelque chose d'absolu. Ça dépend, est-ce que vous traversez des milieux différents ou pas. Alors, en conclusion, donc, la lumière parcourt le chemin le plus court en temps, donc le plus rapide entre deux points.
La ligne droite n'est pas toujours le chemin le plus rapide. C'est pour ça qu'on a cette déviation rouge, mais c'est le plus rapide pour la lumière, et même pour vous si vous étiez sur la plage. Et bien sûr, donc, tout ceci, pourquoi? Parce que ça dépend des vitesses de déplacement. Et des vitesses de déplacement, on a vu que la vitesse, c'était l'indice. Donc, c'est C sur V. Donc, si ça dépend de la vitesse, ça dépend des indices. Et donc, c'est exactement ce que fait la lumière pour traverser donc, de milieux transparents. Alors, un premier cas pratique, donc N1 est inférieur à N2, donc le premier milieu a un indice plus petit que le deuxième. Par exemple, on passe d'un milieu, on dit moins réfringent vers un milieu plus réfringent. Par exemple, vous passez de l'air vers l'eau. Donc, vous passez de l'air vers l'eau. Alors, sachant qu'on a la loi de Descartes, N1 sinus I égale à N2 sinus R. Ça, ces deux quantités sont égales. Alors, si N1 est inférieur à N2, pour maintenir l'égalité, il faudrait que sinus I soit plus grand que sinus R, pour avoir toujours cette égalité. Donc, si N1 est inférieur à N2, sinus I est supérieur ou égal à sinus R. L'égalité, c'est lorsque I est égal à 0. On aura R égal à 0. Alors, comme sinus est une fonction croissante, donc je peux l'enlever, et j'aurai I supérieur ou égal à R. C'est-à-dire l'angle d'incidence est toujours supérieur à l'angle de réfraction, ou l'angle de réfraction est toujours plus petit. Quand vous passez d'un milieu, je vous rappelle la figure ici, quand vous passez d'un milieu où vous allez vite vers un milieu où vous allez moins vite, donc l'indice ici et là, ils sont différents. Donc, vous aurez, si la vitesse est grande ici, son indice est petit. Si la vitesse est grande, son indice est, si la vitesse est petite, son indice est grand. Donc, c'est exactement le même cas d'ici. Donc, la lumière passe de l'air vers l'eau. Alors, l'angle ici, il doit être plus grand que cet angle-là. L'angle de réfraction sera plus petit que l'angle d'incidence. Alors, donc, si j'augmente l'angle d'incidence I, il va augmenter de 0 jusqu'à pi sur 2. Par contre, comme R doit être toujours plus petit que I, ben R, il ne va pas atteindre pi sur 2. Il est toujours plus petit. Et donc, quand I arrive à pi sur 2, R, il va atteindre une certaine valeur limite. Vous ne pouvez pas trouver un angle de réfraction plus grand que cette valeur limite qu'on appelle lambda. Et lambda, c'est l'angle de réfraction limite. Comment on l'obtient? Ben, c'est facile. Quand I est égal à pi sur 2, vous remplacez sinus I, sinus pi sur 2, c'est 1. Et ici, vous aurez N2 sinus R, il est égal à la limite. Donc, sinus lambda, ben, vous tirez sinus lambda, c'est N1 sur N2. Alors, ne vous cassez pas la tête avec quel N1, N2, N3, si vous avez tous les indices, ben, comme c'est un sinus, donc c'est toujours l'indice le plus petit divisé par l'indice le plus grand. Ça doit être inférieur à 1. Et donc, on trouve cet angle limite. Alors, cet angle limite, qu'on appelle l'angle de réfraction limite, est très utilisé dans les réfractomètres. Alors, voilà un réfractomètre. Il y a plus petit que ça. Il y a des réfractomètres qu'on peut utiliser, par exemple, même pour savoir si le raisin ou tout fruit est arrivé à maturation. Il suffit de mesurer l'indice de réfraction du liquide, du jus, et vous aurez un taux de sucre automatiquement qui va être affiché. C'est-à-dire, le réfractomètre, c'est un appareil qui mesure des concentrations à travers une mesure de lambda. C'est-à-dire, il va mesurer lambda, l'angle limite de réfraction. De l'angle limite, il va trouver l'indice de réfraction, donc par exemple du sucre ou de la solution ou du jus. Et quand il trouve cet indice, on a vu tout à l'heure que l'indice était fonction de la concentration. Et donc, ça me permet de trouver la concentration de ce jus ou de cette solution en mesurant des angles de réfraction. Donc, c'est ce qu'on appelle le réfractomètre d'Abeille. Donc, il mesure des concentrations à travers une mesure d'angle limite lambda. Donc, ça, c'est l'appareil. Vous avez deux petits ici prismes et vous allez placer la goutte de liquide, vous fermez, après vous faites la lecture directe. D'accord? Deuxième cas, imaginez maintenant qu'on passe d'un milieu plus réfringent, l'indice plus grand, vers un milieu d'indice plus petit. Par exemple, vous passez de l'eau vers l'air. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, la lumière passe d'un milieu plus réfringent, grand indice, vers un milieu moins réfringent, petit indice. Par exemple, elle passe de l'eau vers l'air. Alors, on retrouve donc notre formule toujours de Descartes.
On a maintenant l'inverse, on a N1 qui est plus grand que N2. Alors, pour maintenir cette égalité, si N1 est plus grand que N2, il faut que sinus I soit plus petit que sinus R. Et donc, automatiquement, I doit être plus petit que R. Donc là, quel est l'angle qui est le plus grand? C'est R. Donc, R va être plus grand que I. Alors, quel est celui qui va, quand on augmente, quel est celui qui arrive à pi sur 2 le premier? Ben, c'est R, puisqu'il est plus grand. Et donc, c'est I qui va atteindre une valeur limite lambda. Donc, par exemple, ce faisceau avec un triangle, c'est la limite lorsqu'on arrive à lambda. Quand on arrive à lambda, vous avez un faisceau réfracté qui se réfracte avec un angle R est égal à pi sur 2. Donc, ça, c'est le maximum. Mais là, l'angle de réfraction limite, je peux le dépasser parce que c'est moi qui maintiens le faisceau ici. Par exemple, imaginez que c'est un laser. Je peux l'augmenter. Donc, ce n'est pas une limite comme R. Hein. Tout à l'heure, pour le premier cas, ça, c'est une limite que vous ne pouvez jamais dépasser parce que vous ne pouvez pas augmenter encore plus I. Vous êtes arrivé au maximum. C'est l'incidence rasante. C'est le maximum. J'arrive de 0 jusqu'à pi sur 2. Je ne peux pas faire plus. Par contre, ici, vous êtes arrivé à lambda, vous pouvez faire plus, vous pouvez aller à cette valeur. Alors, la valeur de lambda, elle est facile à trouver, hein, c'est comme la formule de tout à l'heure. Sinus lambda, maintenant, c'est quel est le plus petit? Ben, c'est N2, ça sera N2 sur N1, donc c'est toujours le sinus, c'est le plus petit sur le plus grand. Ne cherchez pas, est-ce que c'est N1 sur N2, N2 sur N3, c'est toujours le plus petit. Vous cherchez l'indice le plus petit, vous faites le plus petit sur le plus grand. Alors maintenant, quand on augmente l'angle d'incidence et on dépasse lambda, qu'est-ce qui se passe? Ben, on remarque qu'on a un autre phénomène qui est ce qu'on appelle la réflexion totale. C'est-à-dire ce faisceau est sorti de ce côté-là, mais il n'y a plus de réfraction. C'est-à-dire on ne traverse plus le deuxième milieu. Le faisceau se réfléchit totalement sur ce dioptre. Et on appelle ça la réflexion totale. Quand est-ce qu'on l'obtient? Lorsque vous passez d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent, et lorsque l'angle d'incidence dépasse la limite, l'angle limite. Alors vous allez avoir une réflexion totale. Donc la surface ici, elle se comporte comme un miroir. Alors, l'intérêt de cette réflexion totale, ben, elle est utilisée dans beaucoup d'applications. Exemple tout simple, la fibre optique. Alors, la fibre optique, c'est quoi? Ou fibroscope, ou ce que vous voulez dans les jumelles. Il y a beaucoup d'applications de. Pourquoi la réflexion totale est importante? Parce que quand on utilise un miroir avec une réflexion, si vous voulez, par exemple, réfléchir à un faisceau lumineux avec un miroir, le miroir, il a une couche argentée derrière. Et cette couche argentée, comme le miroir de la salle de bain, ben, c'est quelque chose qui s'oxyde avec le temps. Et donc, la durée de vie de votre système optique miroir, elle est courte. Si vous faites, par exemple, des jumelles ou des trucs avec des miroirs, ben, ça va tenir, par exemple, pendant une année ou deux. Et après, quand la couche va s'oxyder, vous n'allez plus voir correctement. Alors que si vous utilisez la réflexion totale sous forme de deux milieu transparent et sous incidence supérieure à l'angle limite, ben, c'est quelque chose qui a une durée de vie infinie. Hein. Il ne va pas y avoir de problème. Alors, je vous donne l'exemple de la fibre optique alors, ou le fibroscope, comment on transporte l'image de l'intérieur de l'estomac vers l'œil du médecin. Ben, c'est une fibre. Hein. Et cette fibre, c'est quoi? Elle contient un cœur petit, diamètre 10 micromètres, dont l'indice est grand par rapport à la gaine qui l'entoure. Donc, vous allez avoir deux verres, mais ce verre-là, il a un indice plus grand que celui-là. Donc, l'indice du cœur est plus petit que l'indice, pardon, c'est l'inverse. L'indice du cœur est plus grand que l'indice du verre. Pour être dans ce cas, c'est-à-dire, on passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent. On passe d'un indice grand vers un indice petit. Donc, lorsque la lumière elle entre dans la fibre, dans le cœur, ben, l'indice du cœur étant plus grand que l'indice de la gaine et l'angle est supérieur à lambda, ben, qu'est-ce que ça va se faire? Donc, vous allez avoir uniquement une réflexion totale et vous transportez ce signal lumineux, que ce soit image ou autre, vers l'œil du médecin. Alors, maintenant, les systèmes optiques. Qu'est-ce qu'un système optique? Alors, un système optique, c'est un ensemble de surfaces réfléchissantes ou transparentes ayant une phase d'entrée et une phase de sortie. Donc, pour que ça soit un système optique, il faudrait que la lumière puisse entrer et il faudrait que la lumière puisse sortir de votre système optique. Pardon. Alors, par exemple, ici, ça c'est un système. Vous avez ici une phase d'entrée
Et ici, vous avez une face de sortie. La lumière, elle entre par cette face et elle sort par cette face. Donc, ce système S, c'est un système optique. Si la lumière n'arrive pas à entrer ou n'arrive pas à sortir pour une raison quelconque, ce n'est plus un système optique. Alors, on envoie un point, par exemple, ici, vous avez un point A, c'est une source de lumière, donc qui envoie de la lumière sur notre système optique S. Alors, on a deux cas, et deux caractéristiques importantes, c'est ce qu'on appelle le stigmatisme. Alors, le stigmatisme, c'est quoi? Alors, d'abord, il y a le premier, le stigmatisme rigoureux, c'est-à-dire exact, qui est très rarement réalisé. Alors, c'est quoi un stigmatisme rigoureux? C'est que lorsque vous envoyez les rayons lumineux à partir d'un point, les faisceaux, quand ils vont sortir, ils vont tous converger vers le même point. Donc, le point A, on l'appelle le point objet, et le point A', on l'appelle le point image. Alors, on dit que si tous les rayons qui sortent d'ici passent tous par le même point, ce point est rigoureusement stigmatique, c'est-à-dire à un point, vous avez un point. On dit que A' est une image rigoureusement stigmatique de A par rapport au système S, ou bien on dit que le système est rigoureusement stigmatique. Ce stigmatisme-là est très rarement réalisé, quelques cas, mais en général, c'est très courant, le stigmatisme est plutôt approché. Approché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous envoyez, vous avez un point qui envoie de la lumière, quand elle sort, elle ne va pas passer par un même point, mais elle va passer par une région, par une tache. Alors, cette tache-là, si elle est grande, vous allez avoir des problèmes de qualité d'image. Si vous allez avoir une tache qui est petite, vous allez avoir une meilleure qualité d'image. Ben, je vous donne l'exemple du pixel, c'est tout. Hein. Le pixel, c'est quoi? Le pixel, c'est le plus petit point qui a une information. Donc, c'est comme ici, un point. Alors, si votre taille de pixel pour une télé, elle est grande, vous n'allez pas voir les détails. Si votre pixel, petit point là, il est petit, c'est la tâche, si vous voulez. Si le pixel, il a une dimension de, par exemple, 0,1 mm x 0,1 mm, vous allez voir mieux qu'un pixel qui fait, par exemple, 0,5 mm x 0,5 mm. Donc, la tâche ici, elle n'est pas, c'est pas un problème. Mais si elle est trop grande, je n'arriverai pas à voir correctement les détails. Si elle est petite, je peux voir le détail. Donc, ma qualité d'image est grande. Et donc, en général, c'est toujours le stigmatisme approché qui est réalisé, mais ce qu'on cherche à avoir, c'est toujours à avoir des tâches petites, c'est tout. Alors, pour avoir des tâches petites, je vous donne l'exemple du fond d'œil. Pour ceux qui l'ont fait, quand on va chez le médecin, il vous fait des gouttes dans l'œil, et ces gouttes-là, qu'est-ce qu'elles ont pour effet? Elles vont dilater la pupille, le petit cercle noir au centre. C'est par où entre la lumière. Donc, l'œil, il avait une pupille petite, il pouvait voir. Il réalisait un stigmatisme approché. Maintenant, quand le médecin vous met les gouttes sur l'œil, il dilate la pupille, et quand il dilate la pupille, il augmente la tache. La tache sur l'œil, sur la rétine, elle devient plus grande. Et quand cette tache devient grande, en général, ceux qui sortent, qui font le fond d'œil, soit ils doivent être accompagnés, ils ne peuvent pas conduire parce qu'ils ne voient pas très bien. Donc, le médecin, il a, si vous voulez, enlevé ce stigmatisme approché de l'œil, et votre œil est devenu avec un stigmatisme qui n'est pas bon du tout. Donc, il ne vous permet pas de voir correctement. Donc, n'oubliez pas que pour voir, il faut que notre système soit stigmatique. Bon, rigoureux, c'est rare, hein, mais il faudrait que notre stigmatisme soit approché. C'est-à-dire que la taille de l'image d'un point, cette tache-là doit être petite. La plus petite possible. Plus elle est petite, et plus la qualité de votre image est grande, et plus vous allez voir de détails. Alors, réalité et virtualité. Alors, ici, c'est juste des caractéristiques de l'image et de l'objet. Alors, un objet est réel. Alors, en réalité, vous avez un système optique. Alors, l'objet, en général, il se trouve avant le système. Donc, s'il se trouve avant le système, il est réel. On dit qu'il est réel. Juste, par exemple, quand vous regardez un écran, l'écran que vous regardez, il est réel, il est devant vous. Donc, il est avant le système optique. Et le système optique, ce sera votre œil. Donc, votre œil, il regarde l'écran de votre ordinateur. Donc, l'écran de votre ordinateur est un objet réel. Donc, l'objet réel, ça, le E, c'est pour espace. Espace, objet réel. Alors, l'objet réel, généralement, il se trouve avant
l'entrée du système, toujours. Tout ce qui est après le système est un objet virtuel. Alors l'image maintenant, généralement, l'image, elle se trouve après le système. Donc, on la trouve de l'autre côté. Par exemple, quand vous faites un data show, vous avez une image sur l'écran blanc au mur. Ben, cette image-là, c'est une image réelle. Hein. Elle se trouve exactement là. Si vous faites un réglage et vous la déplacez, cette image derrière ou devant l'écran, vous allez voir flou parce qu'elle se forme avant l'écran blanc ou derrière l'écran blanc. Donc, si elle se forme exactement sur l'écran blanc, elle est nette. Donc, ça, c'est une image réelle. Donc, l'image réelle, on la trouve derrière le système optique. Donc, ici, l'espace image réelle. Si l'image se trouve avant la sortie du système, ça sera une image virtuelle. Alors, ça, c'est pour les systèmes dioptriques, c'est-à-dire les systèmes transparents où la lumière entre et sort de l'autre côté. Donc, le sens de la lumière, c'est celui-là. Maintenant, imaginez qu'on prend un système qui se termine par une surface réfléchissante, comme le miroir de la salle de bain. Vous avez du verre et derrière, vous avez une couche argentée qui réfléchit. Donc, la lumière, quand elle entre comme ceci. Après, elle se réfléchit et elle revient. Donc, pour l'objet, la face d'entrée, c'est celle-ci. C'est par là qu'entre la lumière. Donc, avant l'entrée, l'objet, il est réel. Après, il est virtuel. Ça ne change pas par rapport à ce système. Maintenant, pour l'image, il y a un changement. Ici, la lumière, elle sort comme ça, alors que ici, la lumière, elle sort par ici, de ce côté-là. Elle sort comme ça. Donc, après la sortie, c'est ici. La lumière, elle sort elle se réfléchit, elle revient et elle sort. Donc, la phase de sortie, c'est la phase d'entrée aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle un système catadioptrique. Donc, l'image, elle est réelle de ce côté et virtuelle de l'autre côté. Pour connaître si votre objet ou image est réel ou virtuel, il faut toujours voir par où entre la lumière pour l'objet et par où sort la lumière pour l'image. Et après, il suffit de voir où elle se trouve. Alors, on prend notre premier système optique, c'est le miroir plan. C'est le plus simple. Il n'y a pas de calcul à faire. Hein. Donc, c'est quoi un miroir plan? Bon, le miroir plan, c'est une surface plane réfléchissante. Donc, c'est juste un plan qui est réfléchissant. Seul le phénomène de réflexion entre en jeu. Il n'y a pas de réfraction. Donc, la lumière, elle entre et puis elle sort. L'objet AB, donc par exemple, ça, c'est un objet AB. Et son image, donc voilà, le faisceau, quand il se réfléchit, il va venir ici. Un deuxième faisceau rouge ici, quand il se réfléchit, il va venir ici. Quand vous regardez, il vous semble que l'image, elle se trouve derrière. C'est comme quand vous regardez dans une glace, ben, vous voyez votre image en face de vous. Elle est de l'autre côté. Donc, vous voyez votre image de l'autre côté du miroir. Donc, ici, vous avez une image. Alors, l'objet ici, il est réel. Par contre, l'image, elle est virtuelle, puisque la lumière, elle sort comme ça. Après la sortie, je suis de ce côté, elle se trouve avant. Donc, cette image, elle est virtuelle. Donc, pour un miroir, l'objet AB et son image A'B' sont toujours symétriques par rapport au miroir. Donc, si l'objet se trouve à 20 cm, l'image, elle se trouvera à 20 cm de l'autre côté. Si l'objet se trouve à 10 cm, l'image se trouvera à 10 cm de l'autre côté. Donc, vraiment, c'est très facile de trouver l'image d'un objet à travers un miroir, puisqu'ils sont symétriques par rapport au miroir. Alors maintenant, ici, c'est un cas d'un objet virtuel. Donc, un objet virtuel, regardez, voilà la lumière, comment elle arrive. Ça, c'est les faisceaux incidents. Quand il se coupe ici, donc les faisceaux incidents, ils vous donnent toujours l'image. Hein. Donc, faisceau incident, quand il se coupe là, il vous donne l'objet. Les faisceaux incidents, quand ils se coupent, ils vous donnent toujours l'objet. Et les faisceaux qui sortent du système, là où elles se coupent, ils vous donnent l'image. Donc ici, par exemple, les faisceaux incidents se coupent où? Les faisceaux incidents se coupe ici. Donc, ça, c'est l'objet. Ici, on voit que l'objet, il est virtuel. Les faisceaux réfléchis se coupent où? Ils se coupent là. Donc, ça, c'est l'image. Donc, les faisceaux incidents, leur intersection vous donne l'objet. Et les faisceaux qui sortent du système, leur intersection vous donne l'image. Donc, on voit que ici, la nature de l'objet et de l'image est toujours contraire. Si l'objet est réel, l'image est virtuelle. Si l'objet est virtuel, l'image, elle est réelle. Et le miroir est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rigoureusement stigmatique, c'est rare. Le miroir plan est rigoureusement stigmatique. Mais attention, ne pensez pas que le miroir de la salle de bain est rigoureusement stigmatique. Il faudrait que votre plan soit parfait. Or, on sait très bien que les miroirs, c'est le plan, hein, il est approximatif, hein, d'accord?
Alors, dioptre plan. Le dioptre plan est la surface de séparation entre deux milieux homogènes d'indices différents. Donc, un dioptre, c'est quoi par définition? C'est quand vous avez deux milieux et une interface. Alors, par exemple, si je prends ce milieu, imaginez que c'est de l'air et là c'est de l'eau. Ben, l'air n'est pas un milieu optique, l'eau n'est pas un milieu optique, mais la surface de séparation, le plan d'eau, est un système optique. Pourquoi? Parce que la lumière, elle ne change pas de direction ici, elle ne change pas de direction. Quand est-ce qu'elle change de direction? C'est quand elle arrive ici. Donc, il y a quelque chose là. C'est pour ça qu'elle a changé de direction. Donc, il y a un système optique là où il y a changement de direction. Et quand la lumière traverse, ben, elle continue tout droit, il n'y a rien. Donc, le système optique, c'est exactement cette surface de séparation. Donc, qu'on appelle dioptre plan. Donc, le dioptre est la surface de séparation entre deux milieux homogènes d'indices différents, N1 et N2. Il est dit dioptre plan, pourquoi? Parce que sa surface est plane, c'est tout. Alors, la position de l'objet, alors par exemple ici, la lumière, elle part de A1. Quand elle arrive, ici, elle se réfracte. Et si vous mettez votre œil ici, il vous semble que la lumière vient de A2. Donc A2, c'est l'image de A1. Même chose pour B1, ça c'est l'objet A1, B1. Il va réfracter la lumière ici. Et là, l'image de B1, ça sera B2 ici. Et donc l'objet A1, B1 donne une image A2, B2 à travers ce dioptre plan. Alors la position de l'objet, on va l'appeler P, c'est-à-dire c'est cette distance-là, H1. Et la position donc la position de l'image, ça sera HA2. Alors, HA1 est noté P et HA2 est noté Q. Donc, P, c'est toujours l'objet et Q, c'est l'image. Alors, pour trouver la position de l'image, vous avez ce qu'on appelle la relation de conjugaison entre la position de l'objet et la position de l'image. N1, indice du premier milieu, divisé par P, la position de l'objet, égale à N2, indice de réfraction du deuxième milieu, divisé par la position de l'image. En général, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne les indices, et on vous donne la position de l'objet, et on vous demande de trouver Q. Donc, c'est facile à faire. Alors, l'objet et l'image sont toujours du même côté. Donc, si, par exemple, vous faites le calcul, un objet qui se trouve à 10 cm, son image se trouve à 6 cm, ne mettez pas 6 cm de l'autre côté. Ils sont toujours du même côté. D'accord? Alors, l'objet est toujours de nature différente. Hein, donc, si votre objet est réel, son image est virtuelle, c'est comme le miroir. Et si votre objet est virtuel, son image, elle sera réelle. Alors, le grandissement gamma, c'est la hauteur donc, de l'image sur la hauteur de l'objet. Est-ce qu'on agrandit l'image ou pas? Ben, pour le dioptre plan, l'agrandissement, c'est plus 1, c'est-à-dire que la taille de l'objet et de l'image, elle est identique. De plus, le signe positif indique qu'ils ont la même orientation, c'est-à-dire je ne vais pas voir une bougie inversée quand je regarde quelque chose à travers un dioptre plan, ben, j'aurai la même orientation que l'objet. Donc, c'est le signe positif. Si on avait gamma égale à moins 1, ça veut dire que l'objet est orienté inversement, l'image, pardon, est orientée inversement à l'objet. Donc, ils ont la même grandeur puisque c'est 1, donc il n'y a pas de différence de grandeur. Et le dioptre plan est un système optique qui réalise le stigmatisme. Et attention, c'est un stigmatisme approché et non pas rigoureux. Alors, dernier système, c'est le prisme. Donc, le prisme est un milieu transparent limité par deux dioptres. Et donc, ces deux dioptres-là, ils forment un angle entre eux. Hein. Donc, le prisme, c'est comme une petite tente, hein, d'accord? Donc, vous avez deux plans avec un angle A. Donc, les deux faces ici du prisme, ce sont les faces qui vont recevoir de la lumière et la faire sortir. Donc, ces deux faces-là. L'intersection de ces deux faces, ici et là, c'est une droite. Donc, l'intersection de deux plans, c'est une droite. On appelle ça l'arête du prisme. Donc, c'est le sommet, si vous voulez. Et l'angle formé entre les deux faces ici, c'est l'angle du prisme et généralement, on l'appelle A. D'accord? La troisième face qui est en bas ici, c'est la base du prisme sur laquelle on pose. Donc, elle ne travaille pas. Il n'y a pas de réflexion ou de réfraction dessus. Alors, le prisme, il a deux propriétés. La première propriété, c'est la dispersion. Et la deuxième, c'est la déviation. C'est-à-dire que quand vous envoyez de la lumière, elle change de direction. Donc, elle est déviée. On avait cette direction-là, et après, on retrouve cette direction. Donc, le prisme, il a dévié la lumière d'un certain angle. Et de plus, quand vous envoyez de la lumière blanche, ben, vous allez avoir une dispersion, c'est-à-dire une séparation des couleurs. Le violet et le rouge, le bleu, le jaune, tout ça, ils vont être séparés. Donc, le prisme est utilisé dans les méthodes spectroscopiques pour l'analyse spectrale. Quand vous ferez, par exemple, vous essayerez d'analyser
des substances, hein, d'accord? Donc, qui permet de séparer les longueurs d'onde. Alors, on va prendre ces deux propriétés. La première, c'est la déviation. Donc, quand vous avez un faisceau incident, alors le faisceau d'incidence, on le note I par rapport à la normale. Il va y avoir une première réfraction sur la première face. Cet angle, on l'appelle R. Puis, on arrive ici, on va avoir un autre angle qu'on appelle R', mais en réalité, c'est un angle d'incidence, hein. Mais on l'appelle R' pour avoir des formules qui sont symétriques. Donc, R, c'est un vrai angle de réfraction. R', on l'appelle R', mais c'est un angle d'incidence. Pourquoi on l'appelle R'? C'est pour avoir des formules symétriques, faciles à retenir. Donc, R', l'angle d'incidence sur la deuxième face, et I', c'est un angle de réfraction, mais on l'appelle aussi I' pour simplifier les formules. Donc, ça, c'est le parcours que fait un faisceau lumineux quand il traverse un prisme. Donc, première réfraction, deuxième. Alors, entre l'entrée et la sortie, vous avez ce qu'on appelle la déviation. C'est l'angle avec lequel le faisceau incident a tourné. Alors, les formules du prisme, elles sont 4, hein, faciles à retenir. Sinus de I, bien sûr, ce prisme est dans l'air, hein. S'il est dans l'eau, il faudra rajouter un indice ici. Donc ici, il est dans l'air. On suppose que l'air, c'est l'indice 1. Donc sinus I égale N sinus R, première loi de Descartes ici. Et de l'autre côté, sinus I' égale N sinus R', deuxième loi. Alors imaginez qu'on avait appelé I' R', vous auriez des formules qui ne sont pas symétriques. On les apprend difficilement. Donc là, c'est plus facile. Alors la troisième, c'est que la relation entre R et R', la somme de R plus R', c'est A. Et la déviation, c'est I plus I' moins 1. Alors, comment ça se passe en général pour un prisme? On vous donne l'angle A, on vous donne l'indice et on vous donne I. Et on vous demande de trouver à quel angle il va sortir. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous calculez la première réfraction. Donc, vous connaissez I, vous connaissez N. Vous tirez R. Quand vous tirez R, vous allez à la troisième. Vous avez calculé R. Vous connaissez A. Vous tirez R'. Quand vous tirez R', vous remplacez dans cette formule et vous tirez I'. Et quand vous avez tous les angles, ben, vous pouvez calculer la déviation. D'accord? Donc, c'est ces 4 formules qui permettent de traiter le chemin parcouru ou la marche d'un faisceau lumineux ou d'un rayon lumineux dans un prisme. Ça, c'est pour la déviation. Maintenant, la dispersion. Alors, la dispersion, c'est quoi? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez de la lumière blanche qui arrive et cette lumière blanche, elle va être séparée. Alors, cette séparation en longueur d'onde ou en couleur, elle est due à quoi? Elle est due au fait que la déviation est différente pour les couleurs, pour les longueurs d'onde. Vous allez avoir par exemple le violet qui est plus dévié que le rouge. Donc la déviation du violet va être plus grande que la déviation du rouge. Et donc si les déviations sont différentes, ben, vous allez les séparer. Alors cette déviation D, pourquoi elle change pour le violet et pour le rouge? Parce que la déviation, elle est fonction de l'indice de réfraction. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'indice de réfraction dépendait de la longueur d'onde. Donc, si l'indice dépend de la longueur d'onde, la déviation, qui dépend de elle, va dépendre de la longueur d'onde. Donc, la déviation va dépendre de la longueur d'onde. Alors, la déviation augmente lorsque l'indice augmente. Et l'indice augmente, attention, lorsque la longueur d'onde diminue. C'est-à-dire, une petite longueur d'onde va avoir un grand indice. Un grand indice va avoir une grande déviation. Alors, par exemple, prenons le violet. Par rapport au rouge, la longueur d'onde du violet, c'est 400 nanomètres. Et le rouge, c'est 800, ou bien 0,4 micromètres, 0,8 micromètres, à peu près. Donc, le plus petit, c'est le violet. Donc, petite longueur d'onde pour le violet, grand indice pour le violet. Si son indice est grand, sa déviation va être plus grande que celle du rouge. Donc, c'est pour ça qu'il y a une dispersion des longueurs d'onde à travers un prisme. Et ça, c'est une faculté utilisée pour séparer les longueurs d'onde. Alors, une petite énigme à résoudre pour voir, je vous laisse faire ceci pour vous me donnez la réponse la prochaine fois. Alors, imaginez que vous avez un chemin de fer. Ici, vous avez des rails. Vous avez une ville A, vous avez une ville B. D'accord? Et on veut construire une gare. Alors, ben, les gens de la ville A, ils voudraient avoir la gare près de leur ville. Hein, et les gens de la ville B, ils voudraient avoir la gare près de leur ville. Alors, le maire, il doit trouver un argument. Hein, il ne va pas choisir comme ça au hasard un endroit. Donc, il doit trouver un argument
si vous voulez, on ne va pas dire scientifique, mais logique, pour essayer de trouver l'endroit où mettre la gare et essayer de convaincre les gens des deux villes. Ben, l'argument, c'est quoi, hein? C'est qu'il doit construire des routes de la ville A vers la gare et de la ville B vers la gare. Alors, ces routes-là, ben, ça coûte de l'argent, hein? Donc, l'argument pour lui, c'est qu'il doit construire une longueur de route la plus petite possible. Donc, l'argument qui doit convaincre ces gens de la position de la gare, c'est, par exemple, si je choisis près de la ville B, vous aurez cette distance à construire et plus cette distance à construire. Donc là, est-ce que je la mets de ce côté? Est-ce que je la mets de ce côté, au milieu? Où dois-je mettre la position de la gare? Donc la question, c'est, pour construire les deux routes qui mènent à la gare en dépensant le moins possible, donc on doit faire le moins de dépenses possible, donc il faudrait minimiser la longueur totale des deux routes. Donc la question, c'est où faut-il placer la gare? Voilà, donc indice, suivez la lumière. Voilà, je vous remercie et à jeudi pour le TD de la série sur l'optique géométrique. Voilà, je vous remercie. J'ai oublié quelque chose, pardon, hein. J'ai oublié si vous avez des questions. Je ne sais pas quelle heure il est. Targolik Dessa, pardon, merci, indice, 20. S'il n'y a pas de questions, j'arrête ici. Merci. Donc, pas de questions. On se voit jeudi. Donc.